En janvier 2026, les sirènes à Ouagadougou se sont éteintes, mais les rues vibrent encore sous les pas du peuple. À l'instant même, les coques grises des navires chinois et russes fendirent l'océan, signalant la fin d'une époque. Ce n'était pas une parade, mais un message gravé dans les vagues. L'Atlantique n'est plus sous l'égide des puissances occidentales. Ibrahim Traoré, le capitaine du Sahel, voit ce synchronisme comme la confirmation d'un nouvel ordre mondial, où la souveraineté prend un tournant radical. La mer devient le nouveau champ de bataille, une lutte pour la dignité et l'indépendance des peuples. Ibrahim Traoré n'a jamais vu la mer comme un simple étendue d'eau salée. Pour lui, elle représente bien plus qu'un élément naturel. Elle est le terrain où se joue la souveraineté d'un continent. Les événements de janvier 2026 ont marqué un tournant où les nations du Sud, autrefois ignorées, prennent enfin leur place sur la scène mondiale. La Chine et la Russie n'ont pas simplement envoyé leurs navires. Elles ont projeté un message qui résonne jusqu'aux rives de l'Afrique. Mais le véritable enjeu dépasse les eaux maritimes. Traoré sait que la mer, bien que géopolitique, est aussi un espace de liberté économique. Dans un monde où les sanctions, les frontières et les rapports de force façonnent chaque échange, l'Afrique doit se réapproprier ses routes commerciales au-delà de tout accord ou permission extérieure. En se dirigeant vers un avenir sans tutelle, l'Afrique n'affronte pas seulement un combat pour la dignité, elle défend la possibilité même d'exister selon ses propres règles. Cette lutte est le prix de l'indépendance, et Traoré est déterminé à la mener jusqu'à la victoire. Le matin du 3 janvier 2026, la mer du Sud n'était plus un simple point sur la carte, mais un théâtre géopolitique en pleine effervescence. Ibrahim Traoré savait que les manœuvres navales en cours n'étaient pas seulement une démonstration de force, mais un événement qui allait redéfinir les rapports de pouvoir dans le monde. Lorsque les flottes chinoises, russes et iraniennes ont déployé leur puissance militaire, les nations du Sud ont prouvé qu'elles ne se contenteraient plus de rester à l'écart du jeu global. Cette démonstration militaire, orchestrée sous le nom des Will for Peace 2026, a transformé l'Atlantique Sud en un champ de bataille symbolique où chaque navire devenait le représentant d'une souveraineté retrouvée. Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont observé, inquiets mais silencieux, alors que les navires du BRICS plus s'avançaient, marquant ainsi la fin d'un monopole historique. Les puissances occidentales, qui avaient longtemps dominé ces eaux, ont vu leur suprématie contestée par un bloc sudiste déterminé. Mais cette offensive ne se limitait pas à une simple rivalité militaire. C'était une lutte pour le contrôle des routes commerciales stratégiques, un secteur où le pouvoir économique se traduit par une influence géopolitique immédiate. Traoré, avec sa vision audacieuse, a compris que l'Afrique devait se réapproprier ses ressources maritimes, une nécessité impérieuse pour assurer son avenir économique. Les chiffres parlaient d'une d'eux-mêmes, le tonnage des navires engagés par le BRICS plus dépassait désormais celui des exercices menés par l'OTAN 5 ans plus tôt. Cette avancée n'était pas seulement une question de nombre, elle symbolisait un changement tectonique dans la manière dont les nations du Sud se percevaient dans l'ordre mondial. Le message était clair. L'Atlantique n'est plus l'apanage du Nord. Les manœuvres militaires étaient accompagnées de discussions économiques et diplomatiques inédites, entrecoupées de gestes symboliques. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré ne se contentait pas de regarder, il dirigeait le mouvement porteur d'une vision d'un monde multipolaire où l'Afrique ne demanderait plus la permission pour exister, mais prendrait la mer en toute souveraineté. Ibrahim Traoré, jeune capitaine du Burkina Faso, incarne bien plus qu'un leader militaire. Il est le symbole d'un continent en pleine mutation. Lorsqu'il observe les manœuvres navales de 2026, ce n'est pas simplement en tant que témoin, mais comme celui qui a insufflé cette vision.
Dans un monde où les puissances occidentales ont longtemps contrôlé les routes commerciales et maritimes, Traoré voit au-delà des armadas qui se croisent. Pour lui, ces navires ne sont pas seulement des instruments de guerre, mais des instruments de changement, portant un message de souveraineté et d'indépendance pour les nations du Sud. L'onde de choc qu'il a créée ne se mesure pas uniquement en tonnage ou en diplomatie. En quelques heures, après le coup d'État déjoué à Ouagadougou, le pays est passé d'une situation de fragilité à une puissance symbolique. Dans les rues, des femmes brandissaient des drapeaux faits de tissus usés et des jeunes frappaient des bidons comme des tambours. Cette mobilisation populaire a montré au monde que la résistance ne se situe pas uniquement sur le champ de bataille, mais aussi dans la capacité d'un peuple panelé à se lever ensemble dans l'unité et la conviction. Traoré, dans ce moment historique, n'a pas agi seul. Derrière lui se trouvait une cohorte de conseillers militaires, de diplomates et de figures politiques qui ont travaillé sans relâche pour renforcer l'unité du Burkina Faso et pour établir une vision claire de ce que pourrait être un avenir indépendant pour toute l'Afrique. Traoré a compris que, pour redéfinir la place de l'Afrique sur la scène mondiale, il fallait réécrire les règles du jeu. Et la mer, avec sa vastitude et ses possibilités, devenait le lieu de cette réécriture. Les événements de janvier 2026 ont marqué un tournant décisif dans l'histoire géopolitique mondiale. Ce qui avait commencé comme une simple démonstration navale, les manœuvres Will for Peace 2026 est rapidement devenu un symbole de résistance et de rébellion contre l'ordre ancien. Ibrahim Traoré savait que la mer, jadis perçue comme une frontière, était désormais le lieu où se jouaient les grands rapports de force. Les navires chinois, russes et iraniens ont traversé l'Atlantique, mais ce n'était pas simplement un déploiement de forces militaires. C'était une déclaration. Les pays du Sud s'unissent enfin pour prendre en main leur destin en refusant la domination des puissances occidentales. Ce jour-là, la mer du Sud s'est transformée en un champ de bataille invisible, où les actions navales étaient l'extension d'une bataille plus vaste, celle pour l'indépendance économique et géopolitique des nations africaines et du Sud global. Les États-Unis et leurs alliés européens ont observé les événements, conscients que la marée de l'histoire n'était plus de leur côté. Les manœuvres militaires, bien que visibles à la surface, ont été accompagnées de négociations diplomatiques sous-jacentes. Les nations du Sud ne cherchaient pas simplement à contrer l'influence occidentale, mais à la redéfinir. Ce que Traoré avait compris et ce que le monde commence à réaliser, c'est que la guerre n'est plus uniquement menée par des missiles et des soldats sur le terrain. Les nouvelles armes sont économiques, logistiques et géopolitiques. L'Afrique, par exemple, Al-Nidan a longtemps été exclue des grandes routes commerciales, bloquée par des politiques de sanctions et des accords unilatéraux qui ne tenaient pas compte de ses besoins fondamentaux. Les manœuvres de 2026 ont changé cela. Les navires du BRICS plus ont non seulement battu les flots, mais ont aussi ouvert de nouvelles routes commerciales. Chaque navire qui traversait l'Atlantique était un vaisseau d'une indépendance retrouvée, un acteur dans une scène où les puissances traditionnelles se retrouvaient peu à peu marginalisées. Les chiffres ont commencé à parler. Le tonnage des navires engagés par le BRICS plus a largement dépassé celui des exercices militaires de l'OTAN 5 ans plus tôt. Ce n'était pas simplement une démonstration de force, mais un signe que l'équilibre du pouvoir dans le monde était en train de changer. Le véritable total impact de ces manœuvres ne s'est pas arrêté aux eaux de l'Atlantique. Les répercussions ont été immédiates et profondes. Les gouvernements africains, longtemps dominés par les puissances étrangères, ont commencé à se redéfinir. La souveraineté maritime devenait un moyen d'affirmer leur indépendance, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan économique.
Traoré a mené cette charge, conscient que la vraie force d'un pays réside dans sa capacité à sécuriser ses voies commerciales et à se libérer des chaînes des sanctions économiques. La mer devenait un espace de libération, un endroit où les peuples pouvaient reprendre leur destin en main. Cependant, chaque bataille a ses coûts. Les nations du Sud, bien que solidaires dans leur résistance à l'ordre mondial établi, savent qu'elles doivent encore faire face à des défis de taille. Le soutien économique, l'accès aux technologies avancées et l'équilibre fragile entre les intérêts des grandes puissances restent des obstacles à surmonter. Mais dans cette lutte, Traoré a posé un jalon fondamental. La souveraineté n'est pas seulement une question de pouvoir militaire, mais une question de contrôle des ressources essentielles à la survie économique. En réponse à ces événements, les nations européennes et les États-Unis ont exprimé leur inquiétude. Les courbes du fret maritime ont commencé à grimper, les routes commerciales autrefois dictées par les puissances occidentales se redessinaient lentement, au fur et à mesure que les États du Sud resserraient leurs liens. Traoré, avec sa vision audacieuse, savait qu'il fallait poursuivre cette avancée, ouvrir encore plus de routes maritimes sécurisées et, surtout, renforcer les relations entre les nations africaines. Les chiffres qui émergent des manœuvres maritimes de 2026 et de la montée en puissance des nations du Sud sont irréfutables. L'une des données les plus marquantes vient de l'Institut maritime africain qui a compilé les résultats des exercices conjoints du BRICS plus dans l'Atlantique Sud. Le tonnage combiné des flottes participant au Will for Peace 2026 a atteint 350 000 tonnes, soit presque le double des exercices de l'OTAN en 2021. Cette statistique n'est pas simplement un chiffre impressionnant, elle illustre un renversement stratégique d'une ampleur rare. En quelques années, les puissances non occidentales ont accumulé une capacité navale qui défie l'ordre mondial existant. Le rapport de 2026 du ministère du Commerce maritime du BRIC plus souligne que la proportion de navires non occidentaux traversant les couloirs maritimes de l'Atlantique a augmenté de 47% en seulement un an. Ce chiffre est un signal de la manière dont les routes commerciales s'adaptent à une nouvelle réalité géopolitique. Les puissances du Sud, autrefois exclues de ces routes stratégiques, prennent désormais le contrôle de ces axes vitaux. Traoré, qui avait pressenti cette évolution, comprend que ces chiffres sont bien plus qu'une simple mesure de la capacité navale. Ce sont des indicateurs de la souveraineté retrouvée de l'Afrique. Au-delà de la puissance militaire, ces statistiques montrent l'impact direct sur l'économie mondiale. Les coûts du fret maritime, qui étaient jusqu'ici dictés par les puissances dominantes du Nord, connaissent des fluctuations majeures. Selon un rapport du FM1IS de fin 2026, les tarifs des voyages maritimes reliant l'Afrique aux marchés internationaux ont diminué de 15% grâce à l'extension des corridors sécurisés. Cette baisse est un soulagement crucial pour les pays africains où le coût des transports maritimes représentait une part disproportionnée du PIB. Traoré, en renforçant la souveraineté maritime, a non seulement redéfini l'équilibre stratégique, mais aussi offert une bouffée d'air frais économique à des nations longtemps à la traîne. Une autre donnée clé vient de l'analyse des flux commerciaux sud-sud qui montre une augmentation de 28% des transactions en devises locales depuis le lancement des initiatives maritimes du BRICS+. Ce chiffre symbolise une fracture dans l'économie mondiale traditionnelle. Le commerce entre pays du Sud se fait désormais sans la tutelle des monnaies occidentales, une avancée significative dans la quête de souveraineté économique. En un an, les nations africaines ont commencé à développer des alternatives au système financier global dominé par le dollar. Ces changements économiques ont un impact direct sur la stabilité de l'Afrique,
qui voit ses économies se diversifier, renforcer sa résilience et se réorganiser autour de partenariats sud-sud. Un autre indicateur clé vient des investissements en infrastructures portuaires. L'Afrique a vu une augmentation de 30% des investissements dans ses ports stratégiques grâce à l'impulsion des initiatives maritimes du BRICS+. Ce flux de capitaux étrangers a été accompagné par une montée en puissance des capacités locales en matière de maintenance, de logistique et d'innovation technologique. Ce sont ces investissements qui permettront à l'Afrique de pérenniser son indépendance maritime à long terme, en s'affranchissant progressivement des infrastructures contrôlées par des entreprises occidentales. Enfin, un aspect fondamental du changement en cours réside dans l'évolution de la perception mondiale de la souveraineté. Selon une étude commandée par l'ONU, 61% des nations du Sud affirment désormais que la mer représente un espace d'indépendance crucial, une donnée en forte augmentation par rapport aux années précédentes. Cela montre qu'une nouvelle génération de dirigeants, inspirés par des figures comme Ibrahim Traoré, commence à comprendre que la souveraineté n'est plus simplement une question de pouvoir militaire, mais une question de contrôle économique et stratégique des voies de maritime. Le concept de sovereignty at sea, porté par Ibrahim Traoré, n'est pas sans ses détracteurs, particulièrement parmi les analystes occidentaux qui estiment que la montée en puissance des flottes du BRICS plus n'est qu'un phénomène temporaire, destiné à se dissiper face à la supériorité militaire et technologique des puissances occidentales. Selon eux, la domination de l'OTAN sur les océans, avec ses porte-avions et ses flottes de destruction massive, reste incontestée et il serait illusoire de penser que des pays comme la Chine ou la Russie, avec des ressources limitées et une technologie inférieure, puissent rivaliser sur le long terme. Ils soulignent également que la multiplication des exercices militaires conjoints dans l'Atlantique Sud ne pourrait être qu'un jeu de symboles sans impact direct sur l'équilibre militaire global. Les analystes pointent la disparité dans les capacités de projection de puissance. Alors que l'OTAN dispose de bases militaires à travers le monde et d'un réseau logistique sophistiqué, les puissances du Sud restent limitées à des bases régionales et à des capacités de projection restreintes. Cette analyse suggère que la montée en puissance navale des pays du BRICS plus pourrait donc se heurter à une réalité bien plus complexe, l'impossibilité de soutenir un effort militaire à l'échelle mondiale face à l'OTAN. Cependant, cette vision sous-estime les changements profonds opérés par Traoré et ses alliés dans la logique de guerre moderne. En se concentrant sur la souveraineté économique et la maîtrise des routes commerciales, Ibrahim Traoré a redéfini la manière de penser la géopolitique maritime. La puissance navale n'est pas seulement mesurée par la capacité à détruire ou à projeter des forces, mais aussi par la capacité à maintenir un réseau économique indépendant et sécurisé. C'est là que réside la véritable force du mouvement de Traoré. Il n'oppose pas la puissance militaire brute à celle de l'OTAN, mais met en avant une stratégie de souveraineté économique qui passe par la sécurisation des routes maritimes et la réduction de la dépendance envers les institutions financières dominées par le Nord. En outre, les critiques qui minimisent l'importance de la montée en puissance navale des pays du Sud oublie d'où l'aspect symbolique de ces actions. Chaque navire envoyé en mer n'est pas seulement un vaisseau militaire, mais un acte de résistance contre un ordre mondial qui a longtemps ignoré les aspirations des peuples du Sud. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La réduction des coûts du fret maritime de 15%, l'augmentation des investissements dans les infrastructures portuaires africaines et la croissance de 28% des échanges sud-sud en devises locales ne sont pas des anomalies, mais des indicateurs du succès de cette nouvelle politique maritime.
Ainsi, la stratégie maritime de Traoré est fondamentalement différente de la logique militaire traditionnelle. Elle ne cherche pas à rivaliser avec l'OTAN en termes de puissance brute, mais plutôt à redéfinir les règles du jeu économique, où l'important n'est pas la capacité à dominer, mais la capacité à se libérer de la tutelle économique du Nord. La mer, longtemps perçue comme un terrain de pouvoir des grandes puissances, est désormais un espace de contestation. Ibrahim Traoré l'a compris avant tout le monde. L'élément fondamental de la souveraineté réside non seulement dans la maîtrise des terres, mais dans celle des routes maritimes. À la mi-2026, le message est clair. L'Afrique et plus largement les nations du Sud ont réécrit les règles du commerce global. En observant les données du tonnage maritime et les flux commerciaux sud-sud, il devient évident que l'équilibre mondial est en train de changer. Les nations qui étaient autrefois marginalisées dans ce domaine redéfinissent l'ordre économique mondial, avec des partenariats qui se forment en dehors du contrôle du Nord. Le contrôle de la mer n'est plus seulement une question de puissance militaire, mais d'autonomie économique et de résilience stratégique. Ce changement fondamental, cependant, n'a pas été sans résistance. Alors que l'Afrique se réapproprie ses routes commerciales, les puissances occidentales se battent pour conserver leur hégémonie sur ces espaces vitaux. Mais le combat a évolué. Traoré n'a pas seulement défié l'ordre militaire, il a lancé un défi économique radical dont les retombées ne se limitent pas aux océans, mais aussi aux marchés mondiaux. Les conséquences des manœuvres maritimes de 2026 ne se sont pas limitées aux eaux de l'Atlantique Sud. Elles ont résonné à travers l'économie mondiale et ont réorganisé la carte géopolitique. Le contrôle des routes maritimes, longtemps verrouillé par les puissances occidentales, est désormais contesté par un ensemble de nations unies sous la bannière du BRICS+. L'Afrique, autrefois une périphérie géopolitique, est en train de devenir un acteur central dans la redéfinition des échanges commerciaux mondiaux. Les chiffres qui émergent de cette dynamique sont impressionnants. La proportion des transactions sud-sud en devises locales a augmenté de 28% en seulement un an, ce qui est un signal fort. Cela montre non seulement un rejet des systèmes monétaires dominés par les États-Unis, mais aussi une volonté de s'affranchir des sanctions économiques et des pressions financières exercées par les grandes puissances. Le projet de souveraineté maritime, initié par Ibrahim Traoré, a permis aux nations africaines de sécuriser leurs routes commerciales et de développer des corridors maritimes indépendants, réduisant ainsi leur vulnérabilité aux fluctuations des marchés mondiaux. Les investissements dans les infrastructures portuaires en Afrique ont également connu une forte croissance, avec une augmentation de 30% en 2026. Cette évolution est cruciale pour la pérennité de l'indépendance maritime de l'Afrique. Le continent a compris que sa souveraineté économique ne pourrait être véritablement atteinte qu'en renforçant ses infrastructures de transport et en devenant un acteur clé dans le commerce mondial. Ce développement a non seulement permis de réduire les coûts de transport de 15%, mais il a aussi facilité l'intégration des marchés africains dans les circuits commerciaux internationaux. Les gouvernements européens et les États-Unis ont observé ces changements avec une inquiétude croissante. Les sanctions financières se sont intensifiées, mais elles n'ont eu que peu d'effet. Au contraire, les nations du Sud ont commencé à structurer un réseau alternatif de financement, s'appuyant sur des partenariats Sud-Sud et une coopération renforcée avec la Chine, la Russie et d'autres puissances émergentes. L'intégration croissante des pays africains dans ce réseau a permis de contourner en partie les sanctions en ouvrant de nouvelles voies pour le financement et l'investissement. En parallèle,
Le rôle d'Ibrahim Traoré comme médiateur et défenseur de la souveraineté économique a renforcé la position diplomatique du Burkina Faso sur la scène internationale. Le pays, longtemps perçu comme un acteur périphérique, est devenu une plaque tournante du mouvement pour l'indépendance économique en Afrique. Traoré a consolidé son rôle de leader de la résistance contre l'hégémonie des grandes puissances, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le terrain économique et diplomatique. Cependant, ce renouveau de souveraineté s'accompagne de défis. Les tensions avec les anciens alliés économiques sont palpables, notamment avec les grandes entreprises occidentales qui ont vu leurs contrats et concessions miner les revenus des pays africains pendant des décennies. Les multinationales se sont retirées en raison des menaces politiques et économiques, mais l'essor des entreprises locales et régionales a permis de compenser cette perte en s'orientant vers des modèles économiques plus résilients et diversifiés. Les conséquences pratiques de ces transformations géopolitiques et économiques sont déjà visibles. Les économies africaines, auparavant fragiles et dépendantes des grandes puissances, connaissent une résilience accrue, soutenue par des partenariats stratégiques et une maîtrise accrue de leurs ressources naturelles et maritimes. Le changement ne se fait pas sans heurts, mais les graines d'une indépendance durable ont été semées. À l'horizon de 6 à 12 mois, trois trajectoires distinctes se dessinent pour l'Afrique et pour Ibrahim Traoré en fonction de la manière dont l'évolution géopolitique et économique se déroulera. Ces scénarios illustrent les différents chemins possibles que pourrait emprunter la souveraineté maritime du continent, chacun étant accompagné de ses propres défis et opportunités. Dans une trajectoire de base, on peut s'attendre à une stabilisation et à une extension des nouvelles routes commerciales maritimes sécurisées. Le scénario le plus probable est celui de la stabilisation des nouvelles routes commerciales maritimes sécurisées. Les nations du BRICS, avec le soutien de Traoré et des pays du Sahel, renforceront progressivement leurs alliances économiques et diplomatiques. L'Afrique du Sud, en particulier, pourrait devenir le centre névralgique des nouvelles manœuvres navales et des routes maritimes sécurisées, étendant ainsi l'influence africaine sur l'Atlantique Sud et l'océan Indien. Dans ce scénario, les tensions avec les puissances occidentales persisteront, mais elles resteront sous contrôle. Les sanctions économiques, bien qu'intenses, auront un impact limité en raison de la montée en puissance des échanges sud-sud et de la diversification des sources de financement. Le Burkina Faso, avec Ibrahim Traoré à sa tête, sera perçu comme un leader de la résistance et de l'autosuffisance économique en Afrique, consolidant son rôle de pivot diplomatique en Afrique. Dans une trajectoire plus optimiste, la dynamique multipolaire pourrait s'accélérer nettement. Dans un scénario plus optimiste, la dynamique multipolaire s'accélère rapidement. De nouveaux pays rejoignent la coalition maritime, notamment l'Angola et l'Indonésie, apportant des ressources essentielles et renforçant le réseau de sécurité maritime. La coopération au sein de l'Union africaine s'intensifie et une charte juridique reconnaissant la souveraineté maritime partagée pourrait être adoptée pour la première fois dans l'histoire du continent. Les marchés du Sud gagnent en stabilité et l'Afrique voit sa part du commerce mondial augmenter. L'influence de Traoré en tant qu'architecte de ce système multipolaire sera alors consolidée, avec des accords commerciaux bilatéraux renforçant encore la position géostratégique du continent. Ce scénario pourrait aussi voir l'Afrique développer une flotte marchande indépendante et des industries de haute technologie, réduisant ainsi sa dépendance envers les puissances extérieures. À l'inverse, un scénario plus pessimiste envisagerait une résistance accrue et des fractures internes. Le scénario pessimiste envisage une réaction des puissances occidentales
qui pourrait se traduire par une augmentation des sanctions économiques, la fermeture de marchés et des tentatives de déstabilisation de la région par des opérations de renseignement et des campagnes médiatiques visant à discréditer le mouvement porté par Traoré. Les tensions internes entre les pays africains pourraient également émerger, certains États cherchant à se rétracter sous la pression économique des puissances occidentales ou de leurs propres besoins internes. La situation pourrait s'aggraver avec des affrontements militaires limités dans certaines zones stratégiques, mettant en péril les progrès réalisés en matière de souveraineté. Néanmoins, même dans ce scénario, la volonté de souveraineté et d'autonomie économique resterait une force centrale dans la politique régionale, bien que le chemin vers la stabilité serait semé d'embûches. Ce moment décisif où l'Afrique se réapproprie sa souveraineté maritime n'est pas seulement un changement géopolitique, il est une invitation à réfléchir à la place de chaque individu dans ce nouveau monde. L'impact de la montée en puissance des nations du Sud, portée par des figures comme Ibrahim Traoré, ne se limite pas à une dimension militaire ou économique. Il interroge chaque citoyen sur le rôle qu'il joue dans cette transformation mondiale. Pour les populations africaines, cette dynamique de changement s'incarne dans des gestes quotidiens: la pêche, le commerce, la circulation des biens et des personnes. Ces gestes, autrefois soumis aux caprices du marché international et aux décisions des puissances occidentales, deviennent aujourd'hui des actes de résistance et de dignité. Les jeunes Africains, souvent perçus comme les laissés-pour-compte de l'économie mondiale, sont désormais au centre de cette évolution. Leur avenir n'est plus défini par les limitations imposées par des puissances étrangères, mais par leur capacité à se relier à un réseau économique et stratégique de plus en plus autonome. Les citoyens du Sahel, qui autrefois subissaient les diktats économiques du Nord, commencent à percevoir la mer non plus comme un espace étranger et inaccessible, mais comme un levier de liberté et d'indépendance. Les slogans populaires, qui résonnaient autrefois dans les rues de Ouagadougou, la souveraineté ou la mort, prennent une nouvelle dimension. Ce n'est plus seulement une question de survie politique, mais une lutte collective pour un avenir commun, où les peuples du Sud ont leur mot à dire sur la manière dont leurs ressources encore sont utilisées. C'est là que réside le véritable défi pour le futur: l'équilibre fragile entre ambition et prudence. L'indépendance économique et politique ne se construit pas du jour au lendemain. Elle nécessite de la discipline, des compromis et la volonté de bâtir ensemble un avenir commun où chaque citoyen, chaque nation joue un rôle central dans la création de ce nouveau monde multipolaire. Le chemin vers une souveraineté durable pour l'Afrique nécessite une feuille de route claire et pragmatique. Bien que les défis soient nombreux, les actions à entreprendre sont bien définies et nécessitent la coopération de tous les acteurs du continent. La première étape de cette feuille de route consiste à renforcer et sécuriser les routes maritimes stratégiques. Il est crucial que les pays africains développent une coopération régionale pour garantir la sécurité de ces voies et empêcher toute ingérence extérieure. Cela implique la création d'une flotte commune, soutenue par des infrastructures portuaires renforcées, qui soient à la fois sécurisées et capables de rivaliser avec les standards internationaux. La deuxième étape repose sur l'instauration d'un système de financement autonome, basé sur des partenariats sud-sud. Ce système devrait inclure la création d'une banque régionale pour le financement d'infrastructures critiques et de projets économiques. Un tel système réduirait la dépendance envers les institutions financières occidentales et favoriserait les échanges en devises locales. Ce modèle de financement alterné pourrait également servir de base pour l'exportation de la doctrine Traoré à d'autres régions du Sud global,
en devenant un modèle économique alternatif au dollar. Ensuite, il sera primordial d'investir dans l'éducation et la formation des générations futures. La mise en place d'une école maritime régionale, par exemple, permettrait de former des officiers et des ingénieurs capables de défendre non seulement les routes maritimes, mais aussi de développer l'industrie locale de la logistique et du transport. Ces institutions devront être soutenues par des partenariats avec des pays comme la Chine et l'Inde, qui possèdent déjà l'expertise technique et les capacités nécessaires pour accélérer cette transition. Enfin, une législation claire sur les ressources souveraines devra être adoptée, garantissant que les ressources naturelles, qu'elles soient terrestres ou maritimes, restent majoritairement sous contrôle des citoyens africains. Cela permettra de renforcer la souveraineté économique à long terme. Ibrahim Traoré, en observant les avancées maritimes de l'Afrique, voit un continent qui enfin reprend son destin en main. Ce qui avait commencé comme une quête pour la souveraineté terrestre est désormais un mouvement pour l'indépendance des mers. Et chaque victoire sur l'eau n'est pas seulement une question de stratégie géopolitique, elle est un symbole de la dignité retrouvée de tout un peuple. Le jeune capitaine du Burkina Faso incarne désormais un rêve collectif, celui d'un monde où l'Afrique n'est plus un acteur périphérique, mais un acteur central, capable de tracer ses propres routes et de décider de son avenir. Les peuples africains, autrefois soumis aux décisions imposées par des puissances étrangères, regardent désormais l'horizon avec un sentiment de fierté. La mer, qui autrefois semblait lointaine et inaccessible, devient un terrain d'action et de coopération. Les jeunes générations, grandissant sous l'ombre de l'oppression historique, se voient désormais comme les bâtisseurs d'un monde nouveau, dans lequel ils n'ont pas besoin de demander la permission pour exister. Ce rêve, porté par Ibrahim Traoré, est devenu une réalité. Une réalité qui ne se mesure pas en chiffres ou en tonnage, mais en liberté retrouvée, en dignité, et en la possibilité de construire un futur sans les chaînes de l'ancien monde. Ce n'est pas une fin, mais le début d'une ère nouvelle pour l'Afrique. À l'aube de cette nouvelle ère, où les océans ne sont plus dominés par un seul maître, une question fondamentale se pose. Quelle part du monde voulons-nous protéger ensemble? Le chemin tracé par Ibrahim Traoré, une voie de souveraineté, de liberté et de coopération, invite chacun de nous à réfléchir sur son rôle dans ce grand mouvement. Les océans, longtemps symboles de pouvoir et de contrôle, deviennent aujourd'hui le reflet d'un monde multipolaire, où chaque nation a le droit de se gouverner selon ses propres règles. Il est temps pour les peuples du Sud, unis par des liens de solidarité et de détermination, de dessiner ensemble les contours d'un avenir où la coopération l'emporte sur la domination. Et pour l'Afrique, cette route maritime devient la promesse d'un renouveau économique, politique et culturel. Ensemble, pouvons-nous bâtir un monde où la souveraineté ne se limite pas à un drapeau flottant, mais s'incarne dans des actions concrètes? C'est la question que chaque nation, chaque citoyen doit se poser alors que l'Afrique, sous la conduite de Traoré, prend les rênes de son propre destin.